Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes deux lectures en cours, mais également un livre que j'ai terminé, un livre audio que j'ai fini aujourd'hui. Je vais commencer avec ma première lecture en cours, donc je suis en train de lire Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. J'ai presque fini, voilà, il me reste que ça, donc vraiment je suis à la toute fin, page 195 sur plus ou moins 250. J'aime beaucoup, mais alors c'est vraiment dur. Je pensais pas que ça allait être si difficile à lire. En fait, je savais pas trop de quoi ça parlait. Je savais qu'il y avait de l'émotion, mais c'est vrai que je m'étais pas trop inquiétée de connaître le thème. Et en fait, ici, on est dans un village, mais on ne sait pas exactement à quelle époque. Mais par rapport à ce qui est dit dans le roman, moi je le situerais au 17e, 18e siècle. Vous savez, on est encore dans ces villages où il y a un maître qui possède un château et des terres, et puis il y a des paysans qui cultivent cette terre, qui louent en fait les terres au maître, et donc il y a la moitié des récoltes qui reviennent au maître, et ils doivent encore en plus payer un impôt sur la terre. Donc en gros, ils sont clairement pigeonnés, hein, mais c'est ce qui se passait, je pense, je présume, il y a longtemps. Donc vraiment, dans ce roman, on va parler de pauvreté, et vraiment, c'est un truc qui est omniprésent dans l'histoire. Voilà, je vous dis, je suis bientôt à la fin, et vraiment, c'est la pauvreté qui revient le plus, la famine, les hivers rigoureux, les hivers où vraiment les gens n'ont plus rien à manger, où les vieillards et les enfants meurent, parce que ce sont les plus faibles et donc les premiers à partir. C'est vraiment très très dur parce que même si c'est une fiction bien entendu, on se dit que bah c'est arrivé, c'était comme ça avant, et mon Dieu, mais est-ce que ça devait être dur. Là on suit trois familles, deux principalement quand même, qui possèdent des fermes. On suit ce qu'il se passe à travers les yeux des enfants. Donc il y a trois garçons d'un côté, de l'autre côté il y a donc les deux mamans sont des jumelles. Elles ont chacune épousé un homme, elles sont chacune dans une ferme. L'une a eu trois garçons et l'autre n'arrive pas à avoir d'enfants. Et puis un jour, il y a une petite fille qui va débarquer, toute seule, toute sale, affamée, et la deuxième donc jumelle, celle qui n'arrive pas à avoir d'enfant, va recueillir cette petite fille et va l'appeler Madeleine. Et donc du coup cette gamine va fréquenter les trois garçons, va être comme un frère pour eux, elle va être en fait, il n'y aura pas de distinction entre tous, elle va agir comme eux, elle est aussi forte qu'eux, elle a un caractère vraiment très affirmé, c'est pas une petite princesse, une petite chose fragile, absolument pas. Et donc, on va suivre ces familles durant, pour le moment, je sais pas, c'est très difficile de se situer dans le temps parce qu'il n'y a pas de date. On voit les saisons qui passent, mais je dirais que là, il y a peut-être 2 ans qui se sont écoulés. On se dit que Madeleine doit avoir 13-14 ans, mais encore une fois, c'est même pas sûr. Elle commence à avoir des rondeurs de femme, donc on suppose 13-14 ans, ça, voilà, on doit se situer quelque part par là. Et donc on suit ces gens qui galèrent. Alors il n'y a pas une intrigue en fait dans ce roman. Tu sais pas où tu vas, tu n'as pas un objectif au début de l'histoire où tu te dis voilà, ça c'est la quête des héros, ils vont arriver là. Bah non, en fait, l'autrice raconte la vie de ces gens, montre à quel point c'était difficile dans les milieux paysans à l'époque, même si l'époque n'est pas citée. Et puis on suit cette petite fille, mais je sais pas en fait quelle est la finalité du roman, mais ça me plaît beaucoup. C'est très dépaysant, c'est très contemplatif comme roman, mais contemplatif pas agréable, hein, parce que je vous dis c'est vraiment dur. Après, tu as des passages où ils sont en été et donc tu suis leur jeu d'enfant et tu peux pas t'empêcher de te questionner, de te dire. Mais à l'époque, alors c'était hyper dur, surtout pour les femmes, voilà, parce que disons que le maître avait droit de cuissage, hein, donc si tu te faisais choper dans les champs et que t'étais à son goût, eh ben voilà, t'avais juste rien à dire, quoi. Donc c'était pas évident pour les femmes, ça c'est certain, mais en même temps il y avait une certaine liberté. Les enfants passaient la journée dehors, alors ils travaillaient déjà tout petits, ils étaient mis à l'ouvrage, donc c'est sûr que les corps étaient abîmés. Clairement, je pense pas qu'ils vivaient très très vieux, hein, ces gens, parce que
dès qu'il y avait une maladie, bah ils s'en sortaient pas parce que de toute façon ils avaient pas de réserve, ils étaient extrêmement maigres et le corps vraiment sculpté pour travailler et pour supporter la famine. Mais ouais, je sais pas, c'est intéressant, c'est bien, moi j'aime bien. Je l'ai pas fini donc je sais pas trop comment ça va se terminer, mais je vous avoue que j'ai peur pour la Madeleine là parce que en fait elle est très imprudente et très farouche. Et donc je vous avoue que j'ai peur en fait qu'elle se fasse choper par le maître du château. Je me dis c'est ce qui va finir par arriver et qu'elle va se faire choper et va en découler, je ne le dirai pas voilà oralement sur la chaîne, mais je vous laisse deviner ce qui va découler de ça si elle se fait choper par le maître, ou plutôt le fils du maître du château. Et j'ai un peu peur de tomber sur cette scène là parce que moi ce genre de scène j'aime pas, c'est compliqué pour moi de lire ça, donc on verra bien. Mais je vais essayer de le finir aujourd'hui parce que vraiment je l'aime bien et le fait de le lire, j'ai lu beaucoup hier et du coup j'étais vraiment dans l'histoire et j'ai trouvé ça très très cool. Donc voilà, là j'aimerais bien terminer. Et coucou, je vous retrouve, on est à un nouveau jour, la vidéo s'est coupée un petit peu abruptement mais j'ai été interrompue et j'ai pas pu reprendre la poursuite de la vidéo. Donc je vous parlais de ma lecture en cours qui est donc Madeleine avant l'aube, donc je vous montre le livre. Bah entre temps je l'ai fini, hein, voilà, puisque je comptais terminer ce livre le jour où je vous ai fait le premier rush vidéo et effectivement j'ai réussi à terminer ce livre là le soir même. Et donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis final sur cette histoire. Alors vraiment j'ai bien aimé, c'était un roman, alors c'est très sombre, il n'y a pas beaucoup d'espoir, c'est pas quelque chose de très très gai à lire, mais par contre c'est très immersif. Je trouve que l'autrice vraiment nous immerge dans ce monde, donc je pense qu'ici on est... En fait, c'est difficile de savoir à quel siècle on est parce qu'il y a pas de... c'est pas mentionné. Mais on sait qu'il y a des maîtres qui possèdent un château et puis il y a des paysans qui cultivent les terres des maîtres. Est-ce que c'est encore au Moyen-Âge ou pas? Je ne sais pas. Le Moyen-Âge, la période du Moyen-Âge c'est fini en 1492. Je pense que c'est ça la date avec la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb. Je crois que c'est ça la fin du Moyen-Âge. Je pense qu'ici on est plus tard que ça, mais sans certitude parce que c'est pas mentionné. Donc au début quand on commence le roman c'est assez comique parce que on pense qu'on est dans un petit village français de cultivateurs et on ne comprend pas tout de suite qu'on n'est pas à l'époque actuelle. C'est à un moment il y a un homme sur un cheval avec une épée qui débarque et du coup on comprend bien qu'on n'est pas du tout à l'époque actuelle mais qu'on est plusieurs siècles en arrière. Et donc ici, on va suivre les paysans, deux familles de fermiers. Une famille donc qui a 3 fils et l'autre famille qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et puis un jour, Madeleine va débarquer, elle a faim, elle est pas propre. Et la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants va l'adopter. Alors clairement, les gens de l'époque, c'était pas comique pour eux quoi. Voilà, ils sont soumis aux famines, aux hivers rigoureux, aux cultures. Si la nature n'est pas coopérante, ah bah il n'y a pas de céréales. S'il n'y a pas de céréales, il n'y a rien à bouffer l'hiver. Et donc à ce moment-là, t'as plein de gens qui vont crever. Et donc c'est très dur parce qu'ils sont vraiment soumis à la nature. Et si la nature ne coopère pas, ils savent rien faire. Ils sont... Tu sais, c'est pas comme nous où tu t'en fous, tu vas dans les supermarchés, t'achètes à manger, tu te tracasses pas de s'il va faire beau, s'il fait pas beau, tu t'en fous en fait. Au pire, si t'as pas de pommes de terre, t'achètes du riz. Si t'as pas du riz, tu vas acheter, tu vas acheter des pâtes. Enfin, tu trouveras toujours bien de quoi manger. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Alors en plus, les maîtres avaient plein pouvoir, donc entre autres sur les femmes, voilà. Si une paysanne leur plaisait, ils avaient juste rien à dire. Et donc c'était aussi ça qui était très difficile. Et si un enfant naissait 9 mois plus tard, on le tuait. Voilà. C'était sympathique hein, à l'époque. Donc t'as pas vraiment de choses lumineuses dans ce roman, et pourtant tu sens une certaine liberté, entre autres l'été, quand il fait beau, voilà, les enfants jouent, s'amusent, il n'y a pas de...
Alors ils doivent faire attention, mais c'est pas comme à notre époque où moi clairement mes enfants ils vont pas jouer, ils vont jouer dans le jardin, mais ils sortent pas de la maison. Je les laisse pas aller un peu partout dans le village tout seul, non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. À l'époque, t'as ce vent de liberté où vraiment les enfants en fait ils sortaient le matin et les parents limite les revoyaient pour le dîner et puis le soir et ils ne se tracassaient pas de savoir ce que faisaient leurs enfants. Après, il y a aussi le fait que les enfants travaillaient très jeunes, donc ils devaient vraiment aider dans la famille dès tout petits. On leur confiait des tâches en fonction de leur âge, mais voilà, chacun devait y aller de ses mains, quoi. Et du coup, les corps sont abîmés à cause de ça. Enfin, voilà, ça décrit vraiment la vie paysanne dans un siècle passé, avec toutes ces rudesses. C'est la famine qui est vraiment omniprésente. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans ce roman, c'est ils ont faim tout le temps. Ils mangent jamais suffisamment. Ils ont quasiment jamais de viande dans l'assiette. Ils ont faim tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Je trouve aussi qu'il y a un petit côté peut-être un peu féministe. Madeleine est justement une enfant qui devient donc ado. Farouche. Elle se comporte comme un garçon. Elle veut être aussi forte qu'un garçon. C'est pas une petite chose fragile. Et il y a une citation que j'ai relevée dans le roman qui est vraiment assez percutante et assez féministe, qui dit: je le sais, ce sont les femmes qui se révoltent. Dans tous mes souvenirs, depuis que je suis ici, seules les femmes ont parfois levé la voix, ont levé une fourche ou un bâton pour défendre la simple possibilité de vivre. Elles sont prêtes à donner leur sang pour leurs enfants. Les hommes, eux, se plient. Ils s'habituent à tout, ils ne veulent pas mourir. Et je trouve ça assez vrai et je trouve ça bien que les femmes soient mises en avant. J'ai vraiment bien aimé cette petite citation qui m'a fait pas mal réfléchir. Et c'est vrai que les femmes, pour leurs enfants, sont prêtes à se sacrifier. Je suis pas sûre qu'on puisse dire la même chose des hommes. Alors peut-être à l'heure actuelle, j'en sais trop rien. Mais à l'époque, je suis pas sûre. Tandis que les femmes ont vraiment ça en elles, ce sacrifice pour leurs enfants. La plupart des femmes feront toujours passer leurs enfants avant elles. C'est comme ça, c'est en nous et on ne peut pas lutter contre ça. D'où le fait peut-être que les femmes iront plus vite à la révolte que les hommes parce qu'elles veulent se battre pour leurs enfants. Voilà, j'ai bien aimé cette petite citation. C'était un livre intéressant et j'ai aimé malgré le fait que c'est très noir, quoi. Hein. C'est pas, on a froid aussi quand on lit ce roman parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui se passent en hiver plus qu'à la belle saison. Et du coup, là, les hivers, ils sont pas fort sympas, quoi. T'as de la neige, t'as tout qui gèle. C'est pas les hivers qu'on a ces dernières années. C'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, en Belgique, de la neige, s'il neige 2 jours sur l'année, c'est bien. Et gelé, je crois que l'année passée, il a quasiment pas gelé. Donc, ici, par contre, voilà, les hivers sont des vrais hivers, quoi. Voilà, par rapport à ce roman, j'ai bien aimé. C'est du roman contemporain, je sais pas trop comment le qualifier, un peu historique quand même, parce que du coup ça nous renvoie à des périodes passées. Et voilà, c'était sympa. J'ai commencé Tata de Valérie Perrin, qui est donc un gros pavé, et je vous avoue, c'est lourd à porter hein, quand tu le lis. Il me faudrait un coussin de lecture. J'ai gentiment émis l'idée à mon homme. Je lui ai dit, un coussin de lecture, ce serait bien. J'ai insisté. Maintenant, je crois que si je me le commande pas moi-même, je l'aurais pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il est quand même assez mastoc. Je suis à la page 96. Il y a 629 pages. Pour le moment, j'aime bien. Je n'ai lu qu'un livre de Valérie Perrin qui était De l'eau pour les fleurs, que j'avais apprécié, mais que j'avais trouvé beaucoup trop long. Ça n'avançait pas. Alors ici, je sais pas. Pour le moment, moi je trouve que c'est bien. En fait, c'est un peu une enquête parce qu'il y a un suspense dès le début où on se demande vraiment ce qui se passe. Donc on va suivre Agnès. Agnès apprend le décès de sa tante Colette. Sauf que sa tante est décédée il y a 3 ans et est enterrée, tout ça. Et donc, elle pense que c'est une erreur et on l'appelle pour qu'elle vienne identifier le corps. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, c'est sa tante. Donc, pendant 3 ans, elle a cru que sa tante était décédée et celle-ci se cachait.
dans le village où elle habitait de base, mais voilà, elle se cachait dans une maison. Et donc, on ne comprend pas déjà qui se trouve dans la tombe, à la place de donc la tante Colette. Et pourquoi est-ce qu'elle se cachait et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas donné signe de vie pendant 3 ans? D'autant qu'elle avait laissé un mot dans son testament, comme quoi il fallait contacter sa nièce, Agnès, lorsqu'elle sera décédée. Donc, elle avait tout à fait conscience de ce qu'elle faisait et donc on comprend pas, donc il y a un mystère. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va retracer la vie de Colette, la tata. Donc d'un côté, ça va être assez contemplatif parce qu'on suit la vie de quelqu'un, mais je pense que moi, ça va me plaire. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. Donc on suit Colette, mais également Jean, qui est donc le papa de Agnès, hein, le frère de Colette. Et ça démarre, je pense, leur histoire en 1956, quelque chose comme ça. Donc en fait, on saute d'une époque à l'autre. Là, Agnès va récupérer une valise entière de cassettes audio. Donc en fait, sa tante a enregistré toute sa vie sur des cassettes audio que Agnès va donc écouter. Et donc je pense que ce sera ça en fait, tout le roman, c'est l'écoute de ces cassettes. Donc elle va prendre plic-ploc, donc on va passer d'une année à une autre, mais pas dans un ordre chronologique. Voilà. C'est pas quelque chose qui me dérange forcément, si c'est bien expliqué, mais il y a toujours en fait, au début un début de chapitre, vous avez des dates. Par exemple ici, voilà, là c'est où je suis arrivée, vous avez cassette numéro 7, on est le 7 janvier 2003. Juste avant, le chapitre d'avant, elle avait écouté la cassette, je crois, numéro 19. Donc voilà, c'est vraiment dans un ordre très aléatoire. Pour le moment, je trouve ça chouette. Voilà, je suis impatiente d'avancer et de voir un petit peu où le livre nous mène et quelles sont aussi les belles leçons de vie. J'en ai déjà souligné une. J'ai donc souligné cette citation qui dit « C'est très important de voir où l'on se gare, la façon de se placer pour rester ou partir, voire s'échapper. » Et en fait, j'ai bien aimé parce que du coup, j'ai pensé à ce que je faisais moi-même. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que moi, je fais toujours en sorte de me garer pour ne pas être coincée. Quitte à me garer loin, je m'en fous, mais je prends toujours garde à ce qu'on ne sache pas se mettre derrière moi, vraiment pour que je puisse effectivement m'échapper quand je le souhaite. Je déteste me sentir coincée et me sentir coincée en fait. J'ai toujours besoin de me dire que je peux partir quand je le souhaite. Quand je vais quelque part, quand je me rends chez quelqu'un. Oui, voilà. Ça m'a fait sourire parce que vraiment je me suis rappelée de moi-même et j'ai un caractère qui est très comme ça. Vu que je suis hyper solitaire et que je déteste quand il y a trop de gens, je déteste quand il y a trop de bruit et je suis très vite... mon quota d'interaction sociale est très vite rempli et une fois qu'il est rempli, moi je peux plus avoir de contact avec les gens, c'est plus possible. Je suis tellement vidée qu'en fait pour que je puisse me recharger, je dois dormir. C'est plus je vieillis, pire c'est et je sais pas comment ça se fait parce que c'était pas comme ça avant, mais c'est de pire en pire. Et du coup, quand je vais quelque part et que j'ai ma propre voiture, je fais toujours attention d'être garée de sorte que je ne dois pas demander à quelqu'un de bouger sa voiture pour pouvoir moi sortir de mon emplacement. Comme ça déjà je dérange pas et puis en plus je peux partir vraiment quand je le souhaite sans devoir dépendre de quelqu'un. Voilà, ça m'a fait sourire. Donc voilà par rapport à ma lecture en cours, bah écoutez je vais avancer et puis je vous retrouve plus tard avec la suite de ma lecture. Et coucou, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. On est aujourd'hui dimanche 10 novembre et j'avance tout doucement dans Tata de Valérie Perrin. Donc je suis à la page 163. J'aime vraiment beaucoup. Je ne pensais pas qu'on allait retrouver ce sujet, mais on va parler, entre autres à mon avis, du milieu du football et des attouchements qui sont faits sur les petits garçons par rapport aux entraîneurs. Et je sais pas exactement où on va aller avec ce thème, mais en tout cas là il est revenu déjà plusieurs fois par rapport à un entraîneur de foot qui a fait des saloperies sur des petits garçons. Et qui a fait ça pendant des années sans que personne ne lui dise jamais rien parce qu'il était très haut placé dans le club de foot. Et apparemment on va parler de ça.
C'est chouette parce qu'en fait on va sur plusieurs sujets, donc il y a ça, il y a aussi une petite fille qui fait partie d'un cirque qui est entrée dans la vie de Colette, donc la tata de Agnès. Et donc on va parler du cirque et des monstres qui étaient dans ce cirque, donc tout ce qui est des personnes qui présentaient des difformités et qui donc étaient des attractions quoi, hein. C'était juste horrible, mais on va parler de ça aussi. C'est vraiment des thèmes que je m'attendais pas à retrouver, mais voilà, pour le moment c'est sympa. Je voulais aussi vous parler de la dernière lecture audio que j'ai terminée il y a quelques jours. Donc j'ai lu Tomber du ciel de Alice Develay. Et je dois vous dire que cette lecture audio a été très laborieuse. J'ai mis extrêmement longtemps à écouter ce livre. J'ai mis, je pense, plus d'1 mois pour le terminer parce qu'en fait je n'arrivais pas à le finir. C'est une lecture très sombre, très plombante et vraiment très déprimante. Dans ce livre, on va parler d'anorexie et de ces jeunes filles qui se font beaucoup de mal par rapport à la nourriture, donc qui ne mangent pas ou qui sont boulimiques, etc. Ici, on va suivre donc Alice qui raconte son histoire et son hospitalisation. Donc Alice a 14 ans, elle est atteinte d'anorexie sévère, elle n'est plus capable de manger quoi que ce soit, à tel point qu'on est obligé à un moment donné de la sonder parce que son estomac ne veut plus rien accepter, elle ne sait pas mâcher, elle a un très gros problème par rapport à ça. Et donc on va suivre son histoire. Elle raconte ce qui se passe dans sa tête, ce qui a fait qu'elle en est arrivée là, son hospitalisation au départ dans un hôpital assez classique, et puis elle va finir dans l'unité psychiatrique de cet hôpital. Et vraiment, elle va essayer elle se fait du mal en fait tout le temps, donc déjà en ne mangeant pas, mais aussi en se coupant dès qu'elle trouve quelque chose pour pouvoir se couper la peau, donc aiguilles, ciseaux, tout ce qu'on veut, elle le dérobe pour se faire du mal. Donc c'est ça en fait pendant tout le roman, qui est assez long, en tout cas moi il m'a semblé très long. Alors c'est très bien parce que c'est vraiment très bien écrit et c'est très bien lu. La narratrice est incroyable, c'est très immersif et c'est très dur en fait parce que on aimerait bien pouvoir l'aider et on est très impuissant en tant que lecteur à écouter ce mal-être de cette jeune fille. On est très mal aussi du fait de voir que elle en veut beaucoup à sa maman et elle attend des gestes d'amour de sa mère qui ne viennent jamais. Donc on aimerait bien pouvoir aller trouver cette maman et lui dire mais réveille-toi, fais quelque chose pour ta fille, elle a besoin de toi et tu n'es pas là, en tout cas tu n'es pas là de la façon dont elle souhaiterait que tu le sois. Et donc c'était une lecture très plombante, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à la lire parce que moi quand je lis des livres audio, alors pendant tout un temps j'écoutais des livres audio quand j'allais courir, c'était vraiment un bon moyen pour moi d'écouter comme ça des livres parce que quand j'allais courir, c'était pas quelque chose que je trouvais extrêmement chouette et donc j'essayais d'allier une passion à quelque chose d'assez pénible pour moi. Sauf que maintenant la course à pied est devenue une passion. J'adore ça, ça me fait beaucoup de bien et en fait je ne supporte plus avoir quelque chose dans les oreilles quand je cours parce que je préfère me concentrer sur les bruits de la nature, c'est vraiment ça qui me fait du bien. Et donc il n'est plus question pour moi d'écouter un livre audio quand je cours. Donc je n'ai plus ce temps-là à octroyer au livre audio. Du coup j'écoutais les livres audio quand j'allais travailler le matin, donc j'ai pas beaucoup de route, hein, j'ai 20 minutes, mais je me disais que c'était un bon moment pour écouter des livres, sauf que là c'est tellement sombre, tellement plombant et déprimant qu'en fait c'était hyper dur parce que déjà j'avais pas envie de me rendre à mon travail, mais alors en plus si j'écoutais quelqu'un qui me racontait des choses extrêmement déprimantes et sans lueur d'espoir, parce que vraiment il y a jamais de lueur d'espoir dans ce livre, en fait elle s'enfonce de plus en plus jusqu'à la dernière page. Donc vraiment il n'y a pas à un moment donné où tu te dis elle va s'en sortir, à aucun moment. Donc écouter ça alors que t'es déjà pas motivé, c'était pas la bonne solution non plus. Et pour finir, j'ai réussi à le terminer en l'écoutant le matin quand je me préparais avant d'aller travailler. Je me suis dit il faut que je le finisse, c'est pas possible, je dois le terminer. Donc c'était le seul moment où je pouvais l'écouter. Mais encore une fois, c'était démarrer la journée avec une écoute aussi déprimante, c'est vraiment pas une bonne idée. Du coup, c'est un roman, je pense, qui pourrait être bien
à lire pour ceux qui ont un proche qui est anorexique, qui a des problèmes vraiment pour se nourrir. Ça aidera, je pense, à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là. C'est vraiment un bon livre, hein. Franchement je le dénigre pas du tout, il est très bon. Mais c'est vrai que moi en version audio, eh ben, c'était compliqué. Voilà, j'avais pas trop de... j'avais pas envie en fait de l'écouter. J'avais jamais envie d'y revenir parce que je pense qu'il faut déjà avoir un très très bon moral pour pouvoir se lancer dans cette lecture. Si c'est déjà bancal au niveau du moral, si voilà, en plus avec la saison là, enfin automne, où c'est déjà plus compliqué au niveau, je trouve, du moral parce qu'il fait noir plus vite, etc. C'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, je vais arrêter les lectures audio pour le moment parce que j'ai plus de moments disponibles dans mes journées où je peux écouter des livres audio. Je me suis rendu compte qu'en général, quand j'optais pour un livre audio, c'était des lectures qui n'étaient pas très joyeuses. Et vu que maintenant je n'ai plus que le matin pour pouvoir lire ce genre de... enfin écouter des livres audio, et que c'est toujours assez déprimant ce que j'écoute, bah en fait je crois que ça me fait plus de mal que de bien, donc je vais arrêter avec les livres audio pour le moment. J'en ai lu quelques-uns cette année-ci et franchement ça me plaisait bien, mais voilà, là je sais pas si j'y reviendrai à un moment donné. Peut-être si à un moment donné je me dis que j'ai des tâches un peu réparbatives à faire au boulot, mais encore que là c'est compliqué parce que moi je suis tout le temps dérangée quand je travaille, en fait je suis jamais tranquille. Du coup il faudrait vraiment que je puisse être seule et être sûre qu'on me dérange pas, ce qui arrive quasiment jamais sur l'année. Donc les lectures audio, voilà, je vais les laisser un peu de côté pour le moment. Quand, je me demande vraiment parce que je suis des filles sur qui ont des chaînes Booktube qui lisent des livres audio, et je me demande vraiment quand est-ce qu'elles écoutent ces livres-là. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent des livres audio sur le chemin du travail, donc quand elles sont en voiture et qu'elles ont des grands trajets. Je crois qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce temps-là pour écouter des livres audio, parce que sinon franchement je vois pas à quel moment tu peux écouter des livres audio, enfin moi j'ai pas le temps. Voilà. Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous écoutez vous-même des livres audio, n'hésitez pas à me dire quand vous les écoutez. Ça pourra me donner des pistes et peut-être que du coup je pourrais en réécouter de nouveau, mais franchement j'ai beau réfléchir, je vois pas du tout quand je pourrais en écouter. Point de vue livre numérique, j'ai presque terminé un livre de Amélie Antoine qui est Un enfant sans histoire. Histoire avec S entre parenthèses. Il me reste pas beaucoup à lire. C'est hyper intriguant comme roman. Donc c'est mon 3e Amélie Antoine et je retrouve ce que j'ai aimé dans les 2 premiers livres que j'ai lus de l'autrice. C'est très intriguant. C'est hyper sombre et vraiment je me demande comment ça va finir parce que je me pose énormément de questions. Mais je pense que je vous en reparlerai dans le prochain rush vidéo parce que comme je l'ai presque fini, je vais pas trop vous en parler. Je vous ferai un avis, je pense, complet. Je pense qu'il doit me rester, je sais pas, je dois être à 80% de lecture, donc c'est un petit roman. Hein. Vraiment, s'il n'y a pas beaucoup de pages. Mais je vous en reparlerai, je crois, dans le prochain rush vidéo. Donc voilà, je pense que je vais terminer ici pour cette petite partie de vidéo. Je vous retrouve plus tard. Et coucou, je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. Donc j'ai terminé en numérique Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine. Je vous l'avais mentionné dans un précédent rush vidéo. C'est un roman assez court, c'est mon 3e roman de l'autrice et je dois avouer que c'est celui que j'ai le moins aimé. Alors en fait, tout le déroulé de l'histoire, je l'ai bien aimé, vraiment j'étais à fond dedans, je trouve ça super bien. Mais j'ai un petit souci avec la fin. Et quand j'étais voir un petit peu les commentaires sur Babelio, il y a beaucoup de commentaires qui parlent justement de cette fin et disons que les avis sont divergents. Vraiment, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. En tout cas, c'est un roman qui fait parler de lui. Donc voilà, je pense que en tant qu'écrivain, c'est ce qu'on souhaite avec nos romans. Donc c'est une bonne chose. Donc pour vous parler un petit peu de ce roman par rapport à l'histoire, donc c'est très spécial. Hein. On suit une famille française. Donc vous avez les parents qui ont adopté un petit garçon, Vadim, qui a donc 5-6 ans au moment de l'histoire. Il a même 5 ans et puis à un moment donné il fait son anniversaire et il arrive à ses 6 ans. Ils ont adopté ce petit garçon parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc ils sont allés dans je ne sais plus quel pays, mais c'est un pays de l'Est, pour l'adopter. Il est arrivé chez eux quand il avait 1 an et demi.
Et quelques mois plus tard, eh bien la maman est tombée enceinte naturellement et donc ils ont eu un autre enfant de façon naturelle cette fois, qui s'appelle Nathan. Donc entre les deux garçons, il y a 3 ans de différence. Alors jusqu'à présent, tout se passait bien avec Vadim. C'est un petit garçon qui est très calme, qui fait jamais de vagues, qui est vraiment exemplaire, rien à dire. Sauf que au tout début du roman, quand ça commence, on sait qu'il s'est passé quelque chose de très très grave. On sait pas quoi, mais on sait que c'est très grave et on sait que ça a un rapport avec Vadim. Et tout au long du roman, en fait, le roman on retrace ce qui s'est passé, je pense que c'est 10 mois avant les faits, donc ce fait terrible qui s'est produit. Donc on retourne 10 mois en arrière, je crois que c'est 10, hein. J'ai pas le format papier donc du coup je sais pas vérifier. Mais donc on retourne en arrière pour voir vraiment ce qui s'est passé depuis ce moment-là, parce qu'il y a 10 mois, il s'est passé quelque chose et la situation s'est empirée au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à ce phénomène terrible qui a eu lieu. À côté de ça, on a aussi des chapitres où en fait des proches de la famille sont interrogés. Donc la voisine, l'institutrice de Vadim, les grands-parents, etc. Plusieurs personnes sont interrogées sur le comportement de Vadim. Donc on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, hein, mais voilà, vous avez plusieurs personnes qui sont comme ça interrogées. Et donc, il y a 10 mois, quelque chose s'est passé. En fait, Vadim a créé un ami imaginaire, comme beaucoup d'enfants font quand ils sont jeunes. Et donc il s'est créé un ami qu'il a appelé Volodya, je crois que c'est ça, Volodya. Il prétend que Volodya est son frère, qui est plus âgé que lui, et qu'il a traversé tout plein de pays pour venir le rechercher et le ramener dans sa famille biologique. Au début, les parents, ça les fait un petit peu sourire, parce que voilà, un ami imaginaire, bon, c'est quelque chose d'assez commun, sauf que cet ami imaginaire va prendre de plus en plus de place. Et ça va devenir de plus en plus inquiétant, parce qu'il y a des objets qui disparaissent dans la maison, la porte d'entrée que la maman fait bien attention de verrouiller tous les soirs, qui est régulièrement retrouvée déverrouillée. Donc voilà, il y a plein de phénomènes bizarres qui commencent à se passer, c'est de pire en pire. Cet ami imaginaire prend vraiment des proportions inquiétantes, parce que Vadim n'ose plus dormir dans sa chambre. Au début, Volodya, l'ami imaginaire, était un ami, vraiment, il était un compagnon de jeu, mais au fur et à mesure du temps, il devient un peu, comment dire, pas un ennemi, mais de moins en moins sympa. Les parents vont voir un psychologue, etc., qui lui n'est pas plus inquiet que ça par rapport au comportement de Vadim, parce qu'il dit qu'effectivement avoir un ami imaginaire c'est quelque chose de courant quand on est petit. Et voilà, et donc tout au long du roman, on sait pas ce qui s'est passé ce fameux soir, donc qu'est-ce qui est arrivé à Vadim, et qui est cet ami imaginaire, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est une création de l'esprit de Vadim? Est-ce que Vadim a un problème psychologique? Est-ce qu'il est malade mentalement? Si oui, c'est quoi cette maladie? On se pose plein de questions. Et donc l'autrice va soulever différents thèmes dans son roman. Le thème de l'adoption et du fait de ne pas connaître les origines de l'enfant qu'on adopte. Donc est-ce que les agences d'adoption devraient retracer le passé dans les détails de l'enfant qui est adopté? Puisqu'ici, voilà, Vadim, c'est assez lourd, quoi. Ce qu'il a vécu avant d'être adopté, c'est vraiment très très grave. Et donc, l'autrice soulève, voilà, ces questions-là par rapport à l'adoption. Il y a aussi un questionnement par rapport au métier d'écrivain, puisque le papa est écrivain. Il a écrit il y a quelques années un premier roman qui a gagné le prix Goncourt, je pense. Enfin bref, qui a eu vraiment beaucoup de succès. Depuis, il en a écrit 9 autres. Je pense que ça fait 10 en tout. Et je crois que là, en fait, il est en train d'écrire le 10e. Et en fait, ça marche plus. Il vend plus rien. Il se fait démonter par les journalistes. Enfin voilà, ça marche plus du tout pour lui. Donc je pense que l'autrice a voulu aussi dénoncer la rudesse du métier d'écrivain. Du fait que c'est très compliqué de percer dans ce métier-là. Que c'est vraiment... enfin voilà, difficile, et que je crois que voilà, elle a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus. Alors est-ce que c'était le bon endroit pour en parler?
Je me pose encore la question actuellement parce que en soi c'est un roman qui parle d'adoption, qui a une aura très angoissante, malsaine. Voilà, on sait pas tout ce qui tourne autour de ce petit garçon, c'est très particulier. Il y a beaucoup de suspense aussi parce qu'on a envie vraiment de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui arrive à ce petit garçon. Donc le fait qu'il y ait de temps en temps des passages comme ça qui concernent le père écrivain, moi je me suis dit oui bon enfin bon on s'en fout, c'est pas le sujet du bouquin quoi. Donc je sais pas si ça avait trop sa place, je pense que l'autrice ça lui tenait à cœur d'en parler. Après est-ce que ça avait sa place dans son roman? Je sais pas, voilà, je sais pas. Et donc par rapport à ce roman, tout le déroulé, comme je vous l'ai dit, m'a beaucoup plu parce que vraiment c'est très haletant, il y a beaucoup de suspense, t'as envie de continuer tout le temps à lire parce que tu te poses vraiment des questions, c'est bien écrit. Amélie Antoine est très douée, je trouve, pour créer du suspense parce que c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois dans les 3 romans que j'ai lus de cette autrice et elle est vraiment très douée pour ça. Mon souci ça a été donc cette fameuse fin, quand on découvre ce qui est arrivé à Vadim. J'ai pas aimé, voilà. Donc le dernier chapitre, c'est Vadim qui parle et c'est pas pertinent pour moi. C'est pas lui qui devrait parler et expliquer ce dernier chapitre. Et en plus, je suis restée sur ma faim parce qu'en fait, il y a plein de questions qui sont soulevées et il n'y a pas les réponses. Donc du coup, je pense que c'est le lecteur qui doit se faire sa propre opinion. Mais moi j'aime pas en fait les livres comme ça. C'est pas quelque chose qui me plaît parce que moi j'aime bien quand je lis une histoire, qu'on me raconte donc quelque chose, mais qu'on me donne toutes les clés à la fin de ma lecture et que voilà je referme le livre et je sais ce qui s'est passé, il n'y a pas de doute possible. Voilà, éventuellement une fin ouverte s'il y a une suite, mais voilà, c'est pas un truc qui me plaît moi en tout cas. Donc voilà, je suis vraiment en demi-teinte sur ce roman parce que toute l'histoire était bien. On va dire c'est les 10 dernières pages qui m'ont déçue quoi. Donc c'est dommage. Je suis quand même contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que voilà, il est pas aussi bien que j'avais lu Pourquoi tu pleures, qui était excellent, très très dur à lire. En fait, Amélie Antoine écrit vraiment sur des sujets extrêmement sombres. Elle va loin dans le fait de décortiquer l'âme humaine et elle parle de sujets qui sont hyper sensibles. Pourquoi tu pleures, c'était vraiment un roman de dingue avec un sujet comme trame de fond que je vais pas vous dévoiler parce que tout repose là-dessus. Très sensible et que j'ai jamais vu abordé en littérature. Et l'autre livre que j'ai lu, je sais plus comment il s'appelle, mais il parlait de harcèlement scolaire. Et celui-là est très, très 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 dur aussi, mais par contre il est vraiment bien. Voilà. Celui-ci m'a moins plu. Je le déconseille pas forcément, mais voilà, je pense qu'il faut savoir que la fin risque d'être frustrante. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé aussi que cette fin était frustrante, ce que vous en avez peut-être compris aussi, parce que du coup, en fait, moi je sais pas trop quoi en déduire. Voilà, je sais pas. Ou alors il y a des indices quelque part dans le roman, mais je vais pas tout relire. Je vous avoue, j'ai pas envie de tout relire. J'ai trop de trucs à lire, donc je vais pas le relire. J'ai essayé de voir un petit peu les commentaires parce que je me suis dit j'ai peut-être loupé une info en fait. Peut-être que voilà, je sais pas, j'ai quelque chose que j'ai pas capté ou c'est possible, hein, comme je suis fort fatiguée et que parfois je lis 4 fois le même paragraphe avant de me rendre compte que je lis le même paragraphe depuis un quart d'heure. J'ai peut-être loupé un truc, mais en regardant les commentaires, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose que moi, donc je crois que ce n'est pas moi le souci, c'est vraiment le roman. Donc voilà, par rapport à mon avis sur cette lecture. Là, j'ai commencé Petit meurtre à Endgame de je ne sais plus qui, je vous mettrai la couverture de toute façon. Donc c'est un roman qui est qualifié de cozy mystery, mais en regardant les commentaires, apparemment c'est pas tellement cozy. Voilà, apparemment l'appellation c'est pas trop ça. C'est un roman qui se déroule pendant la période de Noël. Je pense qu'il commence, oui, il commence le 24 décembre et en fait c'est un jeu sur base d'un meurtre. J'ai l'impression d'être dans le Cluedo en fait quand je lis ce roman. Et donc l'histoire se déroule sur 12 jours. Donc il y a un manoir qui n'a plus de propriétaire parce que la propriétaire est décédée. Et au lieu de léguer à ses enfants, elle a décidé de créer un jeu avec des énigmes qui va durer 12 jours
pendant la période de Noël, et donc elle oblige ses descendants, donc tous ceux qui seraient susceptibles d'obtenir le manoir, donc ses 2 enfants, mais aussi les enfants de ses sœurs. Donc elle les invite à se rendre au manoir et à jouer. Et la personne qui parviendra à résoudre les énigmes, et donc à ouvrir la porte secrète, eh bien deviendra le propriétaire du manoir. Et donc on va suivre Lily, qui est donc la filleule de la propriétaire du manoir. Donc la maman est décédée il y a quelques années et elle est plus jamais retournée à ce manoir, donc c'est le manoir d'Endgame. Et là, ben voilà, elle y retourne parce que sa tante lui a envoyé une lettre personnelle après sa mort. Et donc voilà, j'en suis là en fait. Là, les règles du jeu viennent d'être annoncées. Je suis vraiment au tout début, hein. J'ai peut-être lu 20% du roman, donc je suis pas loin du tout. La note est pas terrible sur Babelio. Je crois qu'il a 3,5 sur 5. Donc pour moi c'est pas une très très bonne note. Il y a pas mal d'avis négatifs quand même, donc du coup je sais pas, j'espère que ce sera quand même pas trop pourri comme roman. Apparemment les réactions des personnages c'est pas trop ça, c'est pas très plausible. La fin, j'ai vu que la fin c'était n'importe quoi. Donc écoutez, je sais pas. Je me suis lancée, pour le moment ça va, ça me plaît bien. Donc je vais voir, je vais essayer de pas l'abandonner, parce que moi ça me saoule d'abandonner un roman. Je me dis je passe tellement de temps dessus, j'ai l'impression que c'est du temps perdu si je l'abandonne en fait. Du coup je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Je le lis en numérique. Voilà, je reviendrai vers vous avec mon avis quand j'aurai terminé. Je crois que je vais vous laisser ici, je vous aurais pas donné mon avis du roman de Valérie Perrin, Tata, parce qu'en fait j'avance pas, je suis à même pas la moitié. Et je vais pas le terminer là tout de suite parce qu'en fait j'arrive pas à lire le soir, je suis tellement fatiguée que je m'endors, donc les 630 pages je vais mettre du temps à les lire. Et je sais que j'ai déjà filmé pas mal avant, vous avez déjà je crois 2 avis lecture dans cette vidéo, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici et je démarrerai un nouveau vlog sans doute ce week-end. J'espère que j'arriverai à finir le roman ce week-end, je sais pas, on verra. Écoutez, j'espère que ce petit vlog lecture vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker, à le partager et bah, vous abonner à ma chaîne hein, si vous aimez ce que je fais. Et bah, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!